Décembre 1398. Au nord de Delhi, dans le camp militaire de Loni, un vieil homme de 62 ans prend une décision qui marquera l'histoire comme l'une des plus brutales jamais enregistrées. Tamerlan, le conquérant turco-mongol qui a déjà semé la terreur de la Perse à l'Asie centrale, regarde les 100 000 prisonniers capturés pendant sa marche à travers l'Inde du Nord. Ces hommes, femmes et enfants hindous sont enchaînés, épuisés, terrorisés. Ils représentent un trésor vivant, des esclaves qui valent une fortune sur les marchés de Samarcande. Mais Tamerlan voit autre chose. Il voit un problème logistique. Une bataille majeure contre le sultanat de Delhi approche. Ses prisonniers ralentissent, ses troupes consomment des provisions, nécessitent des gardes. Pire encore, ils représentent un danger. Que se passera-t-il pendant la bataille si ces 100 000 personnes décident de se révolter dans son dos? La solution de Tamerlan est d'une simplicité terrifiante. Il donne l'ordre à ses généraux. Tous les prisonniers doivent être exécutés, immédiatement, sans exception. Les soldats timourides, habitués au massacre, hésitent. 100 000 personnes, même pour des guerriers endurcis par 20 ans de conquête sanglante, c'est une tâche monumentale. Mais Tamerlan n'est pas homme à tolérer la désobéissance. L'ordre est réitéré avec une fermeté absolue. Ce qui suit est l'une des plus grandes tueries de masse de l'histoire médiévale. En quelques heures, le camp de Loni se transforme en abattoir. Le sang coule en rivière. Les hurlements des victimes résonnent jusqu'à Delhi, à quelques kilomètres de là. Les habitants de la capitale comprennent alors qu'ils ne font pas face à un conquérant ordinaire, mais à un homme pour qui la vie humaine n'a aucune valeur quand elle entrave ses plans militaires. Mais qui est ce Tamerlan qui ordonne froidement le massacre de 100 000 âmes comme on donne l'ordre de brûler? Des tentes encombrantes, qu'est-ce qui l'a amené aux portes de Delhi? Et surtout, comment un tel carnage a-t-il été possible? Pour comprendre le sac de Delhi, il faut remonter aux origines de Tamerlan. Né en 1336 près de Samarcande, dans l'actuel Ouzbékistan, il porte le nom de Timur, qui signifie « fer » en langue turque. Son père dirige la tribu turco-mongole des Barlas, récemment convertie à l'islam. Mais ce qui obsède le jeune Timur, ce n'est pas tant la religion que la légende de Gengis Khan. Mort un siècle plus tôt, Timur grandit dans un monde brutal. L'immense empire mongol fondé par Gengis Khan s'est fragmenté en khanats rivaux qui se déchirent dans des guerres incessantes. L'Asie centrale, autrefois pacifiée par la terreur mongole, replonge dans le chaos. Les routes commerciales ne sont plus sûres. Les villes changent de main au gré des batailles. C'est dans ce contexte de violence permanente que Timur apprend le métier des armes. À 22 ans, sa vie bascule lors d'une embuscade. Selon les récits, Timur tente de voler un mouton à un berger. 2 flèches l'atteignent, une dans la jambe droite, l'autre dans la main droite, lui arrachant 2 doigts. Ses blessures ne guérissent jamais complètement. Timur garde une claudication prononcée qui lui vaut le surnom de Timur Lang, Timur le boiteux. Les Européens transformeront ce nom en Tamerlan. Loin d'être handicapé par ses blessures, Tamerlan en fait sa marque distinctive. Il marche avec une canne, mais ce bâton devient le symbole de son autorité inflexible. Le jeune boiteux montre rapidement des talents de stratège et de manipulateur politique. Il se lie d'abord avec son beau-frère Hussein pour prendre le contrôle de la Transoxiane, la région autour de Samarcande. Les 2 hommes combattent côte à côte, partagent l'exil quand ils sont vaincus, reconstruisent leur armée. Mais en 1369, Tamerlan décide qu'il ne veut plus partager le pouvoir. Hussein est assassiné, probablement sur ordre de Tamerlan. Pour légitimer ce fratricide politique, Tamerlan épouse la veuve de Hussein, distribue généreusement les biens du mort et massacre la population de Balkh qui avait soutenu son rival. La leçon est claire, ceux qui s'allient à Tamerlan prospèrent, ceux qui s'y opposent disparaissent. À 33 ans, Tamerlan devient le maître incontesté de la Transoxiane. Il installe sa capitale à Samarcande et prend le titre d'émir, mais il refuse celui de Khan, car il n'est pas un descendant direct de Gengis Khan. Cette distinction compte dans le monde mongol. Les vrais Khans doivent appartenir à la lignée des Borjigines. Tamerlan contourne l'obstacle en plaçant des Khans fantoches sur le trône, qu'il contrôle entièrement. C'est lui qui détient le vrai pouvoir. Mais il maintient les apparences de légitimité mongole. À partir de 1380, à 44 ans, Tamerlan se lance dans ce qui deviendra une carrière de conquête ininterrompue. Il ne s'arrêtera plus jusqu'à sa mort, 25 ans plus tard. Son objectif est simple et mégalomaniaque, recréer l'empire de Gengis Khan, voire le dépasser.
Pour y parvenir, il utilise les mêmes méthodes que son modèle. La terreur systématique est calculée. L'armée de Tamerlan n'est pas simplement une force militaire, c'est une machine à détruire perfectionnée. Il commande environ 90 000 à 100 000 cavaliers, principalement des nomades turcs et mongols, élevés depuis l'enfance dans la tradition de la guerre à cheval. Ces guerriers des steppes manient l'arc composite avec une précision mortelle. Ils peuvent décocher des flèches en galopant, harceler l'ennemi pendant des jours sans se fatiguer, puis fondre sur lui quand il est épuisé. Tamerlan perfectionne cette tradition militaire nomade avec une innovation cruciale, la discipline de fer. Contrairement aux hordes mongoles qui pillaient de manière anarchique, ses troupes obéissent à des ordres stricts. Il divise son armée en unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, chacune commandée par un officier dont la loyauté est garantie par un système de récompense et de terreur. Un commandant victorieux reçoit de l'or, des terres, des esclaves. Un commandant qui échoue ou désobéit est exécuté publiquement, parfois avec toute sa famille. Cette armée se déplace avec une logistique impressionnante. Des ingénieurs accompagnent les troupes pour construire des ponts, creuser des tranchées, ériger des fortifications temporaires. Des espions précèdent l'armée de plusieurs semaines, récoltant des renseignements sur les villes à conquérir, les routes à emprunter, les forces ennemies. Tamerlan ne laisse rien au hasard. Avant chaque campagne, il étudie minutieusement le terrain, les conditions météorologiques, les ressources disponibles. Mais c'est dans l'art de la terreur que Tamerlan excelle vraiment. Il comprend qu'un ennemi terrorisé combat moins bien qu'un ennemi confiant. Alors il construit méthodiquement sa réputation de monstre. Chaque ville conquise qui a résisté subit le même sort. Massacre systématique de la population, à l'exception des artisans qualifiés déportés à Samarcande. Les corps ne sont pas simplement abandonnés, ils sont mis en scène pour maximiser l'impact psychologique. C'est le fils de Tamerlan, Miran Shah, qui invente en 1382 la sinistre signature de l'armée timouride, les pyramides de crâne. Après avoir écrasé une révolte à Hérat en Afghanistan, Miran Shah ordonne la décapitation de milliers de rebelles. Leurs têtes sont ensuite empilées en pyramides géométriques devant les portes de la ville. Ces structures macabres, cimentées avec du sang et de la boue, peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Tamerlan trouve l'idée brillante et l'adopte systématiquement. À Ispahan, en 1387, après que la population a massacré des collecteurs d'impôts mongols, Tamerlan ordonne l'exécution de 70 000 habitants. Chaque officier doit fournir un quota précis de têtes coupées à ses soldats. Le résultat, 45 pyramides de crâne, chacune contenant 1500 têtes. Ces monuments de l'horreur sont érigés aux carrefours principaux de la ville pour que personne ne puisse les ignorer. En 1383, quand la région du Sistan se révolte, Tamerlan change de méthode. 2000 prisonniers sont cimentés vivants dans les murs de minarets construits spécialement pour l'occasion. On peut entendre leurs hurlements pendant des jours, alors qu'ils meurent lentement, emmurés dans la brique et la glaise. Cette terreur n'est pas gratuite. Elle sert une stratégie précise. Les villes qui entendent parler de ces atrocités se rendent souvent sans combattre. Tamerlan peut alors avancer rapidement, économisant ses troupes pour les vraies batailles. C'est une forme de guerre psychologique avant l'heure, et elle fonctionne à merveille. En 2 décennies, Tamerlan soumet la Perse, l'Afghanistan, une partie de la Russie, le Caucase, la Mésopotamie. Son empire s'étend sur des millions de kilomètres carrés. Partout, il laisse des pyramides de crâne pour marquer son passage. Les chroniqueurs de l'époque parlent de catastrophes timourides pour décrire l'ampleur des destructions. Des régions entières sont dépeuplées. Des villes millénaires sont rayées de la carte. L'historien Jean-Paul Roux estime que les campagnes de Tamerlan ont causé la mort de 17 millions de personnes, soit environ 5% de la population mondiale de l'époque. En 1398, après 20 ans de conquête ininterrompue, Tamerlan contrôle un empire gigantesque. Mais il lui manque quelque chose que même Gengis Khan n'a jamais vraiment conquis, l'Inde. Le sous-continent indien représente à cette époque une des régions les plus riches du monde. Les rumeurs parlent de palais recouverts d'or, de trésors inimaginables, d'éléphants de guerre par centaines. Pour Tamerlan, âgé de 62 ans mais toujours animé par sa soif de conquête, l'Inde est le prochain objectif logique. L'Inde que Tamerlan s'apprête à envahir n'est pas une cible facile sur le papier. Le sultanat de Delhi, fondé en 1206, contrôle la majeure partie du nord du sous-continent depuis presque 2 siècles. Ses armées ont repoussé plusieurs invasions mongoles au XIIIe siècle. La capitale, Delhi,
est une des villes les plus peuplées et les plus riches du monde musulman, rivalisant avec le Caire et Damas. Mais en 1398, le sultanat de Delhi est un colosse fissuré de l'intérieur. La dynastie Tughlaq, au pouvoir depuis 1321, s'effondre lentement dans un chaos de guerre civile et de complots de palais. Le sultan Nasir-ud-Din Mahmud Shah Tughlaq, qui monte sur le trône en 1394, est un souverain faible qui contrôle à peine sa propre capitale. Un de ses cousins, Nasir-ud-Din Nusrat Shah Tughlaq, se proclame également sultan et gouverne depuis Firozabad, à quelques kilomètres de Delhi. Cette double prétention au trône plonge le sultanat dans une guerre civile larvée. Le vrai pouvoir à Delhi appartient à Malou Iqbal Khan, le vizir de Mahmud Shah, un homme compétent mais dépassé par l'ampleur de la crise. Son frère Sarang Khan gouverne Multan, dans le Punjab. Ensemble, ils tentent de maintenir l'unité d'un empire qui se désagrège. Les gouverneurs de province paient les impôts quand bon leur semble et ignorent les ordres du sultan. Les princes hindous vassaux sentent la faiblesse du pouvoir central et commencent à reprendre leur indépendance. Cette instabilité politique se double d'une faiblesse militaire. L'armée du sultanat, autrefois redoutable, s'est ramollie. Les soldats ne sont plus payés régulièrement. Les officiers complotent les uns contre les autres pour obtenir les faveurs du sultan. La discipline s'effondre. Quand des raids de pillards venus du nord frappent les provinces frontalières, l'armée de Delhi met des semaines à réagir. Pire encore, le sultanat fait face à un problème de légitimité religieuse. Bien que musulman, le sultanat gouverne une population majoritairement hindoue. Pour maintenir la paix sociale, les sultans Tughlaq ont adopté une politique de relative tolérance religieuse. Les hindous peuvent pratiquer leur religion, construire leurs temples, occuper des postes dans l'administration. Cet pragmatisme politique est une nécessité. Impossible de gouverner l'Inde sans coopérer avec les élites hindoues locales. Mais cette tolérance devient une faiblesse quand un conquérant musulman fanatique décide d'envahir. Tamerlan, qui se présente comme un champion de l'islam, peut facilement accuser le sultan de Delhi d'être un mauvais musulman, trop indulgent envers les infidèles. C'est exactement l'argument que Tamerlan utilise pour justifier son invasion. Il vient punir le sultan de Delhi pour sa mollesse envers les hindous et restaurer la vraie foi. Personne n'est dupe de cette excuse religieuse. Tamerlan veut le trésor de Delhi. Pas sauver des âmes, mais elle lui fournit une légitimité auprès des musulmans qui pourraient hésiter à attaquer un royaume musulman. Le système de renseignement de Tamerlan lui fournit des rapports détaillés sur toutes ses faiblesses. Ses espions ont infiltré la cour de Delhi, soudoyé des généraux, cartographié les défenses de la ville. Tamerlan sait exactement à quoi s'attendre. Il sait que le sultanat ne peut pas mobiliser rapidement une armée cohérente. Il sait que les gouverneurs de province ne viendront probablement pas au secours de Delhi. Il sait que les princes hindous pourraient même profiter de l'invasion pour se révolter. En stratège accompli, Tamerlan identifie le moment parfait pour frapper, quand l'ennemi est au plus bas. Au printemps 1398, Tamerlan convoque ses généraux à Samarcande et annonce la campagne d'Inde. L'armée se met en marche, 90 000 cavaliers aguerris par 20 ans de conquête. Ils emportent avec eux leur réputation terrifiante. Les nouvelles des pyramides de crâne d'Ispahan, de Bagdad, de Hérat ont atteint l'Inde. Les marchands racontent dans les bazars les horreurs commises par le boiteux. Quand l'armée timouride franchit les montagnes du Hindu Kush et descend vers les plaines du Punjab, la panique commence à se répandre dans le nord de l'Inde. L'Inde possède, dit-on, 4 grandes défenses naturelles. D'abord, les montagnes du Hindu Kush, une barrière presque infranchissable qui protège le sous-continent des invasions venues d'Asie centrale. Ensuite, les grands fleuves du Punjab, l'Indus et ses 5 affluents, dont les crues peuvent noyer des armées entières. Puis viennent les jungles épaisses et les chaleurs étouffantes qui épuisent les guerriers des steppes habitués au climat sec. Enfin, les armées indiennes elles-mêmes, avec leurs bataillons d'éléphants de guerre qui terrorisent les chevaux. Tamerlan surmonte méthodiquement chaque obstacle. Les montagnes du Hindu Kush ne l'arrêtent pas. Son avant-garde, menée par son petit-fils Pir Muhammad, les franchit en plein été 1398 et descend vers Multan. Les tribus montagnardes qui tentent de résister sont massacrées. Tamerlan traite spécialement brutalement les Kafirs, les habitants non musulmans de la région, qu'il considère comme des hérétiques. Des villages entiers sont brûlés, leurs habitants tués ou réduits en esclavage.
Le 24 septembre 1398, Tamerlane franchit lui-même l'Indus avec le gros de son armée. Il rejoint son petit-fils à Multan, qui a déjà pris la ville. Le frère du vizir de Delhi, Sarang Khan, qui gouvernait Multan, s'est enfui sans combattre. La ville est pillée, ses habitants massacrés ou capturés. C'est le premier avant-goût de ce qui attend Delhi. L'armée timouride marche ensuite vers le sud-est, suivant les rives de l'Indus, puis bifurquant vers l'intérieur des terres. Les ingénieurs de Tamerlane construisent des ponts sur les rivières en 2 jours. Les démontent ensuite pour empêcher toute poursuite. La machine de guerre avance avec une efficacité implacable. Sur leur passage, villes et villages disparaissent. Tamerlane applique une règle simple. Les localités qui se rendent paient un tribut mais sont épargnées. Celles qui résistent sont détruites, leur population massacrée. La nouvelle se répand rapidement. Partout sur le chemin de l'armée timouride, les habitants fuient en masse vers Delhi, emportant ce qu'ils peuvent sauver de leurs biens. Mais tous ne peuvent pas fuir assez vite. L'armée timouride capture des dizaines de milliers de personnes. Hommes valides qui seront vendus comme esclaves, femmes et enfants qui subiront le même sort, artisans qualifiés qui seront déportés à Samarcande. Ces prisonniers marchent enchaînés derrière l'armée, gardés par des détachements de cavaliers. Leur nombre grossit de jour en jour. Au début de décembre, quand l'armée approche de Delhi, elle traîne derrière elle une colonne de 100 000 prisonniers. Cette masse humaine pose un problème logistique majeur. Elle ralentit la progression de l'armée. Elle consomme des provisions qui manquent déjà, car l'armée vit essentiellement de pillage et la région est déjà dévastée. Les prisonniers doivent être gardés en permanence, mobilisant des milliers de soldats. Et surtout, ils représentent un danger militaire. Que se passera-t-il pendant la bataille contre le sultan de Delhi si ces 100 000 captifs décident de se révolter? Tamerlane prend sa décision début décembre. L'armée installe son quartier général à Loni, un village au nord de Delhi. La capitale est visible au loin, ses murs impressionnants se dressant dans la plaine. Entre Tamerlane et Delhi, il n'y a plus qu'une seule bataille à livrer. Le sultan Mahmud Shah rassemble ses troupes pour une défense désespérée. C'est le moment crucial de la campagne. Tamerlane réunit ses généraux. Il leur explique froidement le problème des prisonniers. Pendant la bataille, ces 100 000 personnes seront un danger mortel. Si l'armée de Delhi lance une contre-attaque et que les prisonniers se révoltent simultanément, l'armée timouride pourrait se retrouver prise en tenaille. Même sans révolte organisée, le simple fait de devoir les garder mobilise trop de troupes. La solution est simple, éliminer tous les prisonniers, immédiatement, sans exception. Les généraux protestent mollement. 100 000 esclaves représentent une fortune colossale sur les marchés de Samarcande. Les massacrer, c'est détruire un butin qui vaut son pesant d'or. Mais Tamerlane est inflexible. La victoire militaire prime sur le profit commercial. Les prisonniers doivent mourir. Ce qui se passe ensuite à Loni en ce jour de décembre 1398 défie l'imagination. Les soldats timourides, pourtant habitués à tuer, reçoivent l'ordre d'exécuter 100 000 personnes. C'est une tâche monumentale qui nécessite une organisation méticuleuse. Les prisonniers sont divisés en groupes. Chaque unité de l'armée reçoit un quota d'exécution à effectuer. Les officiers supervisent pour s'assurer que l'ordre est bien appliqué. On ne sait pas exactement quelle méthode est utilisée. Décapitation au sabre, égorgement, ou peut-être même certains prisonniers sont-ils simplement massacrés à coups de lance. Les chroniqueurs de l'époque, même ceux qui accompagnent l'armée de Tamerlane, sont troublés par l'ampleur de l'horreur et fournissent peu de détails sur le massacre lui-même. Ce qu'on sait, c'est que le processus prend plusieurs heures. Le camp de Loni se transforme en abattoir géant. Le sang coule en ruisseau. Les hurlements des victimes résonnent dans toute la région. Les habitants de Delhi, à quelques kilomètres de là, entendent ces cris portés par le vent. Ils comprennent que quelque chose de terrible se passe dans le camp ennemi. Certains, historians musulmans contemporains, tentent de justifier le massacre en écrivant que ces prisonniers étaient des infidèles hindous et que leur exécution était donc religieusement acceptable. Mais même ces chroniqueurs, qui cherchent généralement à présenter Tamerlane sous un jour favorable, sont mal à l'aise avec l'énormité du carnage. L'un d'eux écrit simplement « Les gémissements et les pleurs n'eurent aucun effet sur Tamerlane. Le massacre de Loni n'est pas seulement remarquable par son ampleur. Il révèle la mentalité de Tamerlane. Pour lui, la vie humaine n'a strictement aucune valeur quand elle entre en conflit avec ses objectifs militaires. Ces 100 000 personnes valent une fortune en tant qu'esclaves, mais Tamerlane préfère les sacrifier plutôt que de risquer le moindre désavantage tactique pendant la bataille à venir.
C'est un calcul purement militaire, exécuté avec une froideur absolue. Le massacre a aussi un effet psychologique calculé sur les défenseurs de Delhi. Le message est clair. Tamerlane est prêt à tuer n'importe qui, en n'importe quel nombre, pour obtenir la victoire. Si vous résistez, vous mourrez. Si vous vous rendez, vous mourrez peut-être quand même s'il décide que vous êtes inutile. La seule option est de fuir ou d'espérer que Tamerlane sera clément. Une fois le massacre terminé, les corps sont abandonnés sur place. On ne construit même pas de pyramide de crâne cette fois-ci. Il n'y a pas le temps et le nombre de victimes est trop élevé. Les cadavres sont laissés aux charognards. Pendant des semaines, la région autour de Loni pue la mort. Les voyageurs qui passeront par là des mois plus tard rapportent encore avoir vu des ossements blanchis par le soleil. L'armée timouride, débarrassée de son fardeau de prisonniers, peut maintenant se concentrer entièrement sur la bataille à venir. Les soldats sont libérés de leurs tâches de garde. Les provisions ne doivent plus être partagées avec les captifs. L'armée est plus mobile, plus cohérente, plus meurtrière. Tamerlane a sacrifié une fortune en esclaves pour maximiser ses chances de victoire. C'est un pari qui va s'avérer payant. Le 17 décembre 1398, le sultan Mahmoud Shah n'a plus le choix. Il doit affronter Tamerlane en bataille rangée ou abandonner sa capitale sans combattre. Malgré toutes les faiblesses du sultanat, abandonner Delhi sans résistance est impensable. Le sultan rassemble donc tout ce qu'il peut mobiliser comme troupes. L'armée de Delhi compte environ 10 000 cavaliers, 40 000 fantassins et surtout 120 à 125 éléphants de guerre. Ces pachydermés sont la fierté et la terreur du sultanat. Couverts de plaques d'armure en cotte de maille, leur défense enduite de poison, ils forment une force de choc redoutable. Un éléphant de guerre bien entraîné peut briser une ligne de cavalerie, écraser des dizaines d'hommes sous ses pattes, semer la panique dans les rangs ennemis. Les généraux de Delhi placent tous leurs espoirs dans ces bêtes. Ils savent que les guerriers des steppes n'ont jamais affronté d'éléphants. Leurs chevaux vont paniquer à la vue de ces monstres. C'est leur seul avantage face à l'armée aguerrie de Tamerlane. Mais Tamerlane n'est pas arrivé jusqu'ici en sous-estimant ses ennemis. Ses espions lui ont fourni des descriptions détaillées des éléphants de guerre. Il sait que ses cavaliers, effectivement, n'ont aucune expérience contre ces animaux. Il sait que leurs chevaux vont s'affoler. Alors, il prépare une contre-stratégie brillante et terrifiante. Tamerlane ordonne d'abord à ses ingénieurs de creuser un système élaboré de tranchées et de remparts devant ses lignes. Normalement, on creuse des tranchées pour protéger l'infanterie de la cavalerie. Tamerlane fait l'inverse. Il protège sa cavalerie des éléphants. Les tranchées vont ralentir la charge des pachydermes et donner confiance à ses cavaliers en leur offrant une protection. C'est tactiquement inhabituel, mais psychologiquement génial. Ces hommes, qui commençaient à montrer des signes de nervosité face à l'inconnu des éléphants, se rassurent en voyant ses défenses. Ensuite vient le coup de génie de Tamerlane. Il ordonne de charger des centaines de chameaux avec du foin, de la paille, du bois sec, tout ce qui peut brûler. Au moment de la bataille, ces chameaux seront transformés en torches vivantes. Les charges incendiaires seront allumées et les chameaux, paniqués par le feu, seront envoyés au galop vers les lignes ennemies, directement dans la direction des éléphants. Pourquoi des chameaux? Parce que Tamerlane sait quelque chose sur les éléphants. Ils ont une peur instinctive du feu. Et les chameaux, avec leur odeur particulière et leur apparence étrange, effraient naturellement les chevaux, mais ne semblent pas inquiéter les éléphants. C'est la combinaison parfaite. Des animaux qui peuvent s'approcher des éléphants tout en transportant ce que les éléphants craignent le plus. La bataille commence en milieu de matinée. Les tambours de guerre résonnent des deux côtés. L'armée de Delhi avance en formation, les éléphants au centre, protégés par l'infanterie sur les flancs. Le sultan et Malou Iqbal Khan commandent du centre, espérant que leurs éléphants vont écraser l'ennemi et permettre à la cavalerie de poursuivre les fuyards. L'armée timouride reste d'abord derrière ses tranchées. Les archers mongols commencent à décocher des volées de flèches. Les projectiles pleuvent sur l'armée de Delhi, causant des pertes. Mais l'avancée continue. Les éléphants se rapprochent. Les maouts, les conducteurs d'éléphants, dirigent leurs montures vers les lignes ennemies. Le moment décisif approche. C'est alors que Tamerlane donne l'ordre. Les chameaux sont allumés. En quelques secondes, des centaines d'animaux se transforment en torches hurlantes. Les soldats timourides les poussent vers l'ennemi puis les lâchent. Les chameaux, fous de douleur et de terreur, galopent droit vers les lignes de Delhi, des flammes jaillissant de leur dos. L'effet sur les éléphants est immédiat et catastrophique. Les pachydermes voient ces créatures étranges couvertes de feu foncer vers eux. Leur instinct prend le dessus.
Ils font demi-tour et commencent à fuir, piétinant leurs propres troupes. Les Maouts tentent désespérément de les contrôler, tirant sur les chaînes, frappant avec leurs crochets, criant des ordres. Rien n'y fait. La panique des éléphants est totale. Certains éléphants, rendus fous par la terreur, chargent dans toutes les directions. Ils écrasent les fantassins de Delhi qui tentent de s'écarter. Leur défense empoisonnée, censée tuer les ennemis, tue maintenant leurs propres soldats. Les lignes de Delhi se disloquent dans le chaos. Les soldats tentent de fuir les éléphants déchaînés, ce qui brise la formation. Tamerlane voit la confusion et donne immédiatement l'ordre de charger. La cavalerie timouride jaillit de derrière les tranchées et fond sur l'armée de Delhi, désorganisée. Les archers à cheval continuent de décocher leurs flèches tout en galopant, tuant les Maouts et blessant les éléphants. Les bêtes, déjà paniquées, deviennent complètement incontrôlables quand leur conducteur meurt. Le centre de l'armée de Delhi, là où se trouvent le sultan et le vizir, résiste encore quelques minutes. Les meilleurs guerriers du sultanat se battent courageusement, tentant de maintenir une ligne de défense cohérente malgré le chaos des éléphants. Mais ils sont submergés par le nombre et la férocité des Timourides. Les cavaliers mongols les encerclent, les harcèlent de tous côtés, les épuisent. Malou Iqbal Khan voit que la bataille est perdue. Il ordonne la retraite. Le sultan Mahmoud Shah et ce qui reste de l'armée de Delhi fuient vers la ville. Tamerlane les poursuit, mais il ne cherche pas à les anéantir complètement. Il veut qu'ils atteignent Delhi, il veut que la panique se répande dans la ville. Il veut que les habitants voient leur armée vaincue rentrer en désordre, couverte de sang et de poussière. La bataille de Delhi se termine en début d'après-midi. Elle a duré quelques heures seulement. Des milliers de soldats de Delhi jonchent le champ de bataille. Beaucoup ont été piétinés par leurs propres éléphants. Les Timourides capturent des dizaines d'éléphants survivants, un trésor militaire qui renforcera l'armée de Tamerlane pour ses futures campagnes. Le soir du 17 décembre 1398, Tamerlane contemple sa victoire. Il vient d'accomplir ce que même Gengis Khan n'avait jamais vraiment réussi, écraser l'armée principale d'un grand royaume indien. La route vers Delhi est ouverte. La ville la plus riche de l'Inde s'offre à lui. Mais Tamerlane ne sait pas encore que le pire reste à venir. Non pas pour son armée, mais pour les habitants de Delhi. Le 18 décembre 1398. Au lendemain de sa victoire, Tamerlane fait son entrée dans Delhi. La ville est en état de panique. Le sultan Mahmoud Shah a fui, abandonnant sa capitale. Le vizir Malou Iqbal Khan tente de maintenir un semblant d'ordre, mais l'autorité du sultanat s'est effondrée. Les notables de Delhi viennent à la rencontre de Tamerlane pour négocier une reddition. Ils apportent des présents somptueux, or, pierres précieuses, tissus de soie, épices rares. Ils se prosternent devant le conquérant et implorent sa clémence. Tamerlane accepte les présents et fait une promesse. Si la population reste calme et si elle paie le tribut demandé, la ville sera épargnée. Pas de massacre, pas de pillage systématique. Les gens peuvent garder leurs maisons, leurs biens, leur vie. Les chroniqueurs qui accompagnent Tamerlane insistent sur ce point. Le conquérant n'avait pas l'intention de détruire Delhi. Il voulait simplement la piller de manière ordonnée. Prendre le trésor royal, imposer un tribut, puis repartir. Delhi est trop grande, trop peuplée pour être vraiment contrôlée par son armée. Tamerlane le sait. Il ne cherche pas à conquérir l'Inde, juste à la piller. Pendant 2 jours, un calme précaire règne dans la ville. Les soldats timourides entrent par petits groupes, escortés par des interprètes. Ils vont de maison en maison, de boutique en boutique, collectant le tribut. Les habitants peinent, tremblants, mais obéissants. L'armée de Tamerlane est disciplinée. Pas de violence gratuite, pas de viol dans les rues, pas de maisons brûlées, tout semble se passer selon le plan. Mais le 20 décembre, la situation dérape. Les versions diffèrent sur ce qui déclenche exactement la catastrophe. Selon certains récits, des habitants de Delhi attaquent un groupe de soldats timourides venus collecter le tribut. Selon d'autres, ce sont les soldats qui commencent à s'impatienter face au paiement qu'ils jugent insuffisant et qui se mettent à piller violemment. Peut-être les 2 versions contiennent-elles une part de vérité? Ce qui est certain, c'est que la violence éclate soudainement dans plusieurs quartiers de la ville. Des combats de rue opposent habitants et soldats timourides. Les nouvelles de ces affrontements se répandent rapidement. Les habitants de Delhi, qui craignaient déjà le pire, commencent à se révolter ouvertement. Après tout, ils ont entendu parler des pyramides de crâne d'Ispahan et de Bagdad. Ils savent que Tamerlane a massacré 100 000 prisonniers à Loni il y a à peine 1 semaine. S'ils doivent mourir de toute façon, autant se battre. La révolte se propage comme un feu de forêt dans la ville.
En quelques heures, Delhi tout entière se soulève. Les habitants attaquent les soldats timourides isolés, leur tendent des embuscades dans les ruelles étroites, lancent des pierres et des tuiles depuis les toits. L'armée de Tamerlane, dispersée dans la ville pour la collecte du tribut, se retrouve prise au piège. Tamerlane reçoit les rapports dans son campement, à l'extérieur de la ville. Sa réaction est immédiate et impitoyable. Il donne l'ordre à ses généraux, écraser la révolte par tous les moyens nécessaires. Plus de clémence, plus de quartiers. Tuer tout le monde. L'armée timouride se regroupe et lance un assaut systématique sur Delhi. Ce qui suit est l'un des pires massacres de l'histoire médiévale. Les soldats déferlent dans les rues, tuant tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les maisons sont pillées puis incendiées. Les boutiques sont vidées de leurs marchandises. Les temples et les mosquées sont profanés, leurs trésors volés. Le massacre dure 3 jours. 3 jours pendant lesquels Delhi se transforme en enfer sur terre. Les rues sont jonchées de cadavres. Le sang coule dans les caniveaux. L'odeur de la mort et de la fumée des incendies recouvre la ville. Les hurlements des victimes résonnent jour et nuit. Les chiffres varient selon les sources, mais les historiens estiment qu'entre 80 000 et 100 000 habitants de Delhi sont tués pendant ces 3 jours. Certains chroniqueurs parlent de nombres encore plus élevés, mais ils exagèrent probablement. Même en prenant les estimations les plus conservatrices, c'est un carnage à une échelle rarement vue dans l'histoire prémoderne. Tamerlane supervise personnellement certaines phases du massacre. Il ordonne que les têtes des victimes soient coupées et empilées devant les principales portes de la ville. Les pyramides de crânes, sa signature macabre, s'élèvent une fois de plus. Les soldats rivalisent pour construire les plus hautes, sachant que Tamerlan récompense généreusement ceux qui montrent le plus de zèle dans la destruction. Certains quartiers de Delhi tentent de résister organisés. Les habitants se barricadent dans leurs maisons, combattent depuis les toits, utilisent les ruelles étroites pour tendre des embuscades. Mais face à la machine de guerre timouride, ces résistances locales ne durent que quelques heures. L'armée de Tamerlan a 20 ans d'expérience dans la prise de ville. Ils savent comment briser les barricades, comment fumer les défenseurs hors de leur cachette, comment exploiter la moindre faiblesse dans les défenses. Le pillage est systématique et organisé. Tamerlane ne laisse pas ses soldats piller anarchiquement. Des unités spéciales sont chargées de localiser et de saisir les trésors les plus précieux, les joyaux du trésor royal, les bibliothèques contenant des manuscrits rares, les ateliers des artisans les plus qualifiés. Ces artisans, joailliers, tisserands, architectes, calligraphes, ne sont pas tués mais capturés. Ils seront déportés à Samarcande pour embellir la capitale de Tamerlan. Les éléphants capturés pendant la bataille sont mis au travail pour transporter le butin. 90 éléphants serviront plus tard à transporter les blocs de marbre qui serviront à construire la mosquée Bibi Kanoum à Samarcande. Ces animaux, qui devaient défendre Delhi, finissent par participer à sa mise à sac. Le 23 décembre, après 3 jours de massacre, Tamerlane ordonne enfin l'arrêt des tueries. Pas par pitié, mais parce qu'il ne reste presque plus personne à tuer. Delhi est une ville fantôme. Des quartiers entiers sont déserts, leurs habitants morts ou en fuite. Les survivants se cachent dans les décombres, terrorisés. L'odeur de décomposition commence à devenir insupportable même pour les soldats aguerris de Tamerlan. Un chroniqueur musulman qui accompagne l'armée timouride écrit « La ville puait tellement la mort que je ne pouvais ni manger ni dormir. Partout où je regardais, je voyais des cadavres. Les chiens et les oiseaux charognards se repaissèrent des corps. C'était comme si Delhi avait été frappé par la colère divine. » Tamerlan reste à Delhi jusqu'en janvier 1399. Il supervise le pillage méthodique de tout ce qui a de la valeur. Le trésor royal est vidé. Les palais sont dépouillés de leurs décorations. Même les portes en bois précieux sont démontées et emportées. Quand Tamerlane quitte enfin la ville, Delhi n'est plus qu'une coquille vide. Le départ de Tamerlan en janvier 1399 ne marque pas la fin des souffrances de Delhi. La ville met près d'1 siècle à se remettre du choc. Les chroniques indiennes décrivent une cité transformée en désert urbain. Des quartiers entiers restent abandonnés pendant des décennies. Les survivants qui reviennent trouvent leurs maisons en ruine, leurs commerces détruits, leurs champs ravagés. La famine qui suit le sac de Delhi tue peut-être autant de personnes que le massacre lui-même. L'armée de Tamerlan a tout pillé, les réserves de grains, les animaux, les outils agricoles. Les systèmes d'irrigation sont détruits. Les paysans n'ont plus de semences pour planter. Pendant des mois, Delhi et sa région subissent une disette terrible.
Les gens mangent de l'herbe, de l'écorce d'arbres, n'importe quoi pour survivre. Les récits parlent de cas de cannibalisme. Les cadavres abandonnés dans les rues provoquent des épidémies. La peste et le choléra se répandent parmi les survivants affaiblis. Les maladies tuent ceux qui ont survécu au massacre et à la famine. Un chroniqueur indien écrit que les vivants enviaient les morts, tellement les conditions de vie étaient devenues atroces. Le sultanat de Delhi ne se remet jamais vraiment du coup. Le sultan Mahmoud Shah tente de reprendre le contrôle de sa capitale après le départ de Tamerlan, mais son autorité est brisée. Les gouverneurs de province font sécession. Les princes hindous reprennent leur indépendance. Le sultanat, qui contrôlait autrefois la majeure partie du nord de l'Inde, se réduit à un petit territoire autour de Delhi. En 1414, le dernier sultan Tughlaq meurt. Il est remplacé par Khizr Khan, l'homme que Tamerlan avait nommé gouverneur de certaines provinces avant de partir. La dynastie Saïd que Khizr Khan fonde règne sur un royaume minuscule et impuissant. Le grand sultanat de Delhi n'est plus qu'un souvenir. Pour Tamerlan, au contraire, la campagne d'Inde est un triomphe. Il retourne à Samarcande en avril 1399 avec un butin fabuleux. Les chariots chargés d'or, de pierres précieuses, de tissus précieux forment une caravane de plusieurs kilomètres. Les éléphants capturés défilent dans les rues de Samarcande, émerveillant la population. Les artisans indiens déportés commencent immédiatement à travailler sur les projets de construction de Tamerlan. C'est avec une partie de ce butin que Tamerlan finance la construction de la mosquée Bibi Kanoum, un des plus grands édifices religieux du monde musulman. Ironiquement, ce monument qui célèbre la gloire de l'islam est construit avec l'argent volé à un sultanat musulman et avec le travail forcé d'artisans hindous. Capturé, la campagne d'Inde renforce aussi considérablement la puissance militaire de Tamerlan. Les éléphants de guerre deviennent une composante importante de son armée. Lors de sa campagne suivante contre le sultan ottoman Bajazet, en 1402, Tamerlan déploie une cinquantaine d'éléphants qui impressionnent et terrorisent les troupes turques. La victoire d'Angora contre les Ottomans doit beaucoup aux leçons apprises à Delhi. Mais le sac de Delhi a aussi des conséquences que Tamerlan n'a pas prévues. La réputation de cruauté absolue qu'il s'est forgée commence à se retourner contre lui. Dans le monde musulman, détruire une grande capitale islamique comme Delhi suscite le dégoût, même chez ceux qui admirent ses prouesses militaires. Des théologiens commencent à questionner ouvertement si un homme qui massacre des musulmans par dizaines de milliers peut vraiment se prétendre champion de l'islam. Les chroniqueurs européens, qui reçoivent des récits du sac de Delhi via les marchands et les voyageurs, sont horrifiés. Tamerlan devient dans l'imaginaire occidental le symbole même du barbare asiatique, du destructeur sanguinaire. Cette réputation va durer des siècles. Même aujourd'hui, le nom de Tamerlan évoque instantanément l'idée de massacre et de pyramide de crâne. Le massacre. Des 100 000 prisonniers à l'ONI avant même la bataille de Delhi reste l'un des aspects les plus troublants de la campagne de Tamerlan en Inde. Ce n'est pas le massacre le plus important de sa carrière en termes de nombre. Ispahan et Bagdad ont probablement connu des morts plus nombreuses. Mais c'est peut-être le plus révélateur de sa mentalité. Tamerlan ne tue pas ces 100 000 personnes dans un accès de rage après une révolte, comme ce sera le cas à Delhi. Il ne les massacre pas pour punir une ville qui a résisté. Il les tue froidement, méthodiquement, simplement parce qu'ils sont tactiquement gênants. C'est un calcul purement militaire, dénué de toute émotion. Cette capacité à ordonner un massacre de masse sans la moindre hésitation, ni remords est ce qui distingue Tamerlan même des autres conquérants. Brutaux de son époque, les historiens débattent encore aujourd'hui des chiffres exacts. 100 000 morts à l'ONI est-il un nombre précis ou une exagération des chroniqueurs médiévaux qui émettent les chiffres ronds et impressionnants? La vérité est probablement impossible à établir avec certitude. Mais même si on divise le nombre par 2 ou par 3, on reste face à l'un des massacres de masse les plus importants de l'ère prémoderne. Ce qui ne fait aucun doute, c'est l'impact psychologique du massacre sur les contemporains. Les nouvelles du carnage de l'ONI se répandent dans toute l'Asie. Des marchands qui voyagent sur la route de la soie racontent l'histoire dans les bazars de Perse, d'Arabie, d'Asie centrale. Les ambassadeurs à la cour de Tamerlan entendent les récits de première main et les rapportent à leur royaume. Même en Europe, où les informations sur l'Asie sont rares et souvent déformées, on entend parler du Tartare qui a tué 100 000 hommes avant une bataille. Cette réputation de cruauté calculée sert les intérêts militaires de Tamerlan. Après Delhi,
Quand son armée approche d'une ville, la simple menace de son nom suffit souvent à obtenir la reddition. Les gouverneurs et les sultans se disent « Si nous résistons et perdons, nous subirons le sort de Delhi. Mieux vaut se rendre et espérer la clémence. » C'est exactement l'effet que Tamerlan recherche. La terreur devient une arme aussi efficace que ses cavaliers, mais cette stratégie a aussi ses limites. Quand les gens pensent qu'ils vont mourir de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre à résister. C'est ce qui se passe à Delhi. Les habitants se révoltent parce qu'ils croient que Tamerlan va les massacrer même s'ils coopèrent. La réputation de Tamerlan devient alors un handicap. Elle transforme ce qui aurait pu être une occupation tranquille en une révolte meurtrière. L'héritage de Tamerlan en Inde est complexe et toujours controversé. En Ouzbékistan, son pays natal, il est considéré comme un héros national. Des statues de Tamerlan ornent les places publiques de Samarcande et de Tachkent. Le gouvernement ouzbek le célèbre comme un grand bâtisseur et un unificateur. Les aspects les plus sombres de sa carrière sont minimisés ou ignorés. En Inde et au Pakistan, au contraire, Tamerlan est vu comme un envahisseur barbare qui a détruit et pillé sans raison. Le sac de Delhi reste dans la mémoire collective comme un des pires traumatismes de l'histoire indienne. Les nationalistes hindous utilisent parfois l'exemple de Tamerlan pour alimenter leur rhétorique anti-musulmane, présentant l'invasion de 1398 comme une preuve de la cruauté des conquérants musulmans. Cette politisation de l'histoire de Tamerlan rend difficile une évaluation objective de son legs. C'est indéniable qu'il était un génie militaire, un stratège brillant, un administrateur efficace et un mécène des arts et de l'architecture. Samarcande, sous son règne, est devenue une des plus belles villes du monde, attirant des artistes, des poètes, des savants de tout le monde musulman. La Renaissance timouride qui suit sa mort produit des chefs-d'œuvre d'architecture, de peinture, de calligraphie qui influencent l'art islamique pendant des siècles. Mais il est tout aussi indéniable que Tamerlan était un des hommes les plus meurtriers de l'histoire humaine. Les estimations modernes suggèrent que ces campagnes ont causé la mort d'environ 17 millions de personnes, soit environ 5% de la population mondiale de l'époque. C'est un pourcentage comparable aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le sac de Delhi et le massacre de Loni ne sont que 2 épisodes dans une carrière de 40 ans de destruction systématique. L'histoire du sac de Delhi en 1398 et du massacre préalable de 100 000 prisonniers à Loni illustre un aspect troublant de la nature humaine. La capacité de transformer le meurtre de masse en simple calcul militaire. Tamerlan ne massacre pas par sadisme ou par folie. Il massacre parce que c'est tactiquement avantageux. Cette rationalisation du génocide le rend d'une certaine manière encore plus terrifiant qu'un tyran fou. Le massacre de Loni révèle aussi les limites de la distinction entre combattants et civils dans la guerre prémoderne. Ces 100 000 personnes ne sont pas des soldats. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants capturés pendant la marche de l'armée à travers le Punjab. Ils n'ont pris les armes contre personne. Leur seul crime est d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Tamerlan les tue non pas pour les punir, mais simplement parce qu'ils sont encombrants. Cette logique sera malheureusement reprise par d'autres conquérants au cours de l'histoire. L'idée que les civils peuvent être sacrifiés pour des raisons de commodité militaire ne disparaît pas avec Tamerlan. On la retrouve dans les politiques de terre brûlée des guerres napoléoniennes, dans les déplacements de population de l'ère stalinienne, dans les bombardements stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. Tamerlan n'a pas inventé la brutalité militaire, mais il l'a perfectionnée à un degré rarement égalé. Le sac de Delhi lui-même montre comment une situation militaire peut rapidement dégénérer en catastrophe humanitaire. Tamerlan entre dans Delhi avec l'intention de la piller de manière ordonnée. Mais la combinaison de la peur, de la méfiance, de la cupidité et de l'opportunisme transforme ce qui aurait pu être une occupation relativement pacifique en 3 jours de massacre. La spirale de la violence, une fois déclenchée, devient incontrôlable même pour un commandant aussi discipliné que Tamerlan. L'histoire pose aussi la question de la responsabilité. Tamerlan donne les ordres, mais ce sont ses soldats qui exécutent les massacres. Des dizaines de milliers d'hommes participent aux tueries à Loni et à Delhi. Sont-ils tous des monstres ou sont-ils simplement des soldats obéissant aux ordres dans une culture militaire où massacrer des civils est considéré comme normal? Cette question sera reprise des siècles plus tard dans les procès des criminels de guerre nazis et japonais. Plus de 6 siècles après les événements, le sac de Delhi et le massacre de Loni continuent de fasciner et d'horrifier.
Ces événements nous rappellent que l'histoire humaine n'est pas une marche linéaire vers le progrès et la civilisation. Elle est jalonnée de moments de barbarie absolue, de décisions qui sacrifient des dizaines de milliers de vies humaines pour des objectifs militaires ou politiques. La figure de Tamerlan elle-même reste profondément ambiguë. C'était à la fois un barbare qui construisait des pyramides avec les crânes de ses victimes et un mécène éclairé qui embellissait Samarcande avec les plus beaux monuments de l'architecture islamique. Il était à la fois un génie militaire admiré même par ses ennemis et un massacreur de masse dont le nom est synonyme de terreur. Cette dualité rend son legs historique complexe et troublant. Le massacre des 100 000 prisonniers à Loni avant la bataille de Delhi reste un des exemples les plus extrêmes de cruauté calculés dans l'histoire militaire. Ce n'était pas un acte de passion ou de vengeance, mais une décision froide prise pour des raisons purement tactiques. Cette capacité à ordonner le meurtre de dizaines de milliers de personnes, comme on donne l'ordre de brûler des tentes ou d'abattre des chevaux, malades illustre une forme d'inhumanité que l'histoire a malheureusement vu se répéter à travers les âges. Quand on se souvient de Tamerlan aujourd'hui, on se souvient surtout de ses pyramides de crâne, de ses massacres, de la terreur qu'il inspirait. Les beaux bâtiments de Samarcande qu'il a fait construire sont toujours debout, mais ce sont ses crimes qui définissent sa mémoire. C'est peut-être la véritable leçon du sac de Delhi. Peu importe vos réalisations, peu importe votre génie militaire ou votre mécénat culturel, si vous bâtissez votre pouvoir sur des montagnes de cadavres, c'est cette violence qui restera gravée dans l'histoire. Les 100 000 personnes massacrées à Loni n'ont pas de nom, pas de tombe, pas de monument. Elles sont réduites à un chiffre dans les chroniques historiques. Mais chacune d'elles était un être humain avec une vie, une famille, des rêves. Leur mort rappelle que derrière les grandes stratégies militaires et les mouvements d'armée sur les cartes, il y a toujours des vies individuelles broyées par la machine de la guerre. C'est cette réalité humaine, souvent oubliée dans les récits glorifiant les grands conquérants, qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on étudie l'histoire.